et bienvenue dans votre émission pour ce jeudi. Nous irons à Pointe-Dimé à la rencontre d'un club d'astronomie. Détail avec Marie-Hélène de notre rubrique Job et Éducation. Ensuite, pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième partie de la visite du centre culturel Tjibaou avec Duke Menango. Et enfin, pour notre rubrique Fin bon, aujourd'hui, nous vous présenterons donc la recette des ravioles de crevettes avec Davina Hara. Et avant de développer tous ces sujets, nous recevons donc notre invité du jour. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bénédicte Vernier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente, la responsable par intérim du BAT, du bureau des tournages donc en province sud. Alors aujourd'hui vous fêtez vos 10 ans, alors pourquoi avoir créé ce bureau de tournage à l'époque et quel a été le but à ce moment-là? Alors le bureau d'accueil des tournages existe depuis 2005, donc voilà, donc c'est l'anniversaire cette année. Il avait été créé à l'époque dans le but de mettre en lumière le potentiel audiovisuel calédonien, mais aussi dans le but de promouvoir la Calédonie comme terre de tournage. Quel a été le niveau à l'époque ? Le niveau a été déjà, il y avait déjà de la production audiovisuelle sur le territoire, mais c'est vrai que ça se cantonnait beaucoup, à de la diffusion sur Canal+, sur NC Premier, RFO à l'époque, mais peu de production, locale. En documentaire, fiction, il y avait déjà beaucoup de films plutôt faits à la maison, on va dire, plutôt que maintenant où le niveau est quand même bien supérieur à il y a 10 ans forcément. Alors, combien de personnes ont été formées depuis justement avec vous ? Alors nous, en fait, on n'a pas spécialement formé de gens parce que notre but, c'est pas de former les gens. Oui. Le bureau avait été vraiment créé à l'époque pour... donc c'est un service gratuit en fait qu'on apporte aux aides aux équipes de tournage qui arrivaient sur le territoire. Donc c'était vraiment à la base fait pour promouvoir la Calédonie comme terre de tournage pour les équipes de tournage, leur apporter en fait un soutien logistique et technique sur le territoire. Donc ces équipes viennent de partout ? Alors les équipes viennent de métropole, d'Australie, du Japon, Nouvelle-Zélande, ça vient d'un peu partout, d'un peu partout, du moins les pays limitrophes et beaucoup de métropoles. Après, les services du bureau se sont beaucoup ouverts aussi bien sûr à la production locale. Et actuellement, on travaille beaucoup pour la production locale. Donc après les personnes, comme la question que vous me posiez, les personnes en fait qu'on a suivies depuis, ont évolué, mais nous on n'est pas là pour former forcément les gens, on est plutôt là pour les aider, à les accompagner dans leurs projets. Après, on a eu des projets de formation, donc, comme l'année dernière avec Anouran-Boro, donc en effet pour développer un peu les compétences locales et pouvoir aussi avoir des projets locaux qui soient exportables aussi vers des diffusions extérieures. Alors justement, vous parlez de diffusion, est-ce que les diffuseurs locaux déjà jouent le jeu ? Alors oui, parce que c'est des vrais partenaires dans la réalisation de projets de documentaires surtout, parce que sans eux, en fait, beaucoup de projets de documentaires ne se feraient pas, étant donné que nous, déjà dans nos aides financières, on exige une lettre d'engagement de diffuseurs. Ensuite, pour la fiction, c'est un peu plus délicat, étant donné que là, c'est plutôt c'est difficile pour les diffuseurs locaux de s'investir dans de la fiction, étant donné que c'est des budgets beaucoup plus lourds que du documentaire, qui est bien plus rentable que de la fiction. Donc, Alors justement, on parle de budget. Comment le bureau finance ses activités, par exemple ? Alors nous, on a une enveloppe en fait dédiée à la production audiovisuelle. Donc 2 fois par an, on rassemble une commission qui s'appelle donc la CAPAC, la commission d'aide à la production audiovisuelle et cinématographique, qui est destinée donc aux sociétés de production extérieures mais aussi locales pour produire des projets audiovisuels, donc de documentaires et de fiction. Alors les activités donc ont commencé déjà depuis 2 semaines, je crois. Alors qu'est-ce qui va se passer durant justement pour ces 10 ans ? fêter donc ces 10 ans, ces 10 années de présence du BAT sur le territoire, on a donc créé un événement, une exposition au Château Hagen. Donc c'est le Château Hagen fait son cinéma et on a donc mis en lumière un peu tous les pas tous les tournages, mais beaucoup de tournages qui ont marqué un peu le territoire, que ce soit
locales ou enfin des tournages locaux ou des tournages extérieurs, donc par des expositions photos et aussi des animations, des ateliers, donc des rencontres avec des professionnels, des projections. Donc les ateliers, c'est le mercredi après-midi à partir de 14h, donc destiné plus à un public jeune. Donc le prochain, c'est là l'événement donc a commencé déjà depuis le 20 novembre. Donc il se terminera le 19 décembre. Il y aura aussi donc des projections. La prochaine, c'est le 10 décembre, jeudi 10 décembre, avec un film, un documentaire qui est en avant-première, produit par Néo Productions et Canal+, et ensuite en partenariat avec la Province Sud. Donc c'était justement un des films aussi qui est passé en commission d'aide à la production. Donc ça, c'est jeudi soir à partir de 19h, jeudi 10 décembre. Ensuite, la deuxième projection à laquelle on peut se rendre, c'est le samedi 19 décembre pour là un long métrage de fiction de David Cronenberg. Voilà, donc invitation au public et aux réalisateurs également. Ah bien sûr, à tout le monde. Alors justement, le métier, ce métier-là, ce secteur-là est un secteur assez bloqué. Comment vous guidez en fait les réalisateurs qui viennent vous voir et qui vous disent, voilà, on n'a pas de contrat, comment on fait quoi? Est-ce qu'on vous pose ce genre de questions? Alors en fait, c'est vrai que nous, on accueille un peu tout genre de public, que ce soit des professionnels, mais aussi des amateurs qui ont envie de développer des projets, qui ont un scénario, qui ne savent pas trop comment faire. Donc voilà, on essaie un peu de les conseiller, de les orienter en fonction de leur profil, de leur projet, de type de projet. Donc voilà, après, il y a différentes solutions qui peuvent s'offrir à eux, avec des aides qui sont destinées aux amateurs, donc les aides à la création aussi, donc c'est aussi un dispositif de la Province Sud, ou alors des professionnels, donc avec les aides à la production, ou alors même avec le Festival de la Foi qui organise aussi un pitch court contre la montre, où là les gens peuvent venir aussi présenter leur projet devant un jury qui est fait de diffuseurs, de professionnels du métier, de différents acteurs culturels. Alors pour terminer, une invitation à la population et surtout un encouragement aux réalisateurs calédoniens. Oui, alors déjà, oui, pour venir au château, voir un peu notre exposition qui se veut assez ludique aussi parce qu'on a fait des installations qui présentent un peu différentes techniques de studio, des incrustations, mais aussi des ambiances, des décors, voilà, des photos, des diffusions. Enfin, on l'a voulu assez vivante comme exposition, donc. Bon, pour l'instant, on a des bons retours, mais voilà, il faut venir voir. Puis le château étant lui-même un vrai décor de cinéma, c'est toujours plaisant de s'y retrouver. D'accord. Et un message aux réalisateurs plutôt les réalisateurs qui cherchent, qui viennent nous rencontrer dans le cadre du château et voir un petit peu dans ces cas-là ce qui se fait aussi sur le territoire. Ça leur permettra de découvrir un petit peu les différents tournages qui peuvent se faire. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réalisateurs qu'on connaît déjà, qui passent systématiquement par nous. Pas forcément. Après, les locaux ici, ils connaissent bien le secteur et ils n'ont pas toujours besoin de nous. Mais... Alors, pour revenir à une petite question budget, vous dispatchez comment le budget en fait? Alors en fait, on a une enveloppe annuelle de 40 millions et on dispatche en fonction des projets qu'on nous présente. D'accord. Donc voilà, on a différents critères de sélection qui au niveau de la crédibilité du projet, mais de la pertinence du projet, de la production qui le présente, et puis voilà aussi du montant du projet, de l'enveloppe consacrée aussi aux retombées économiques. On se base aussi beaucoup sur les retombées économiques sur le territoire. Une question vite fait sur le casting, exactement comment ça se passe? Alors nous, on a une base de données, en effet, on gère une base de données de figurants comédiens. Donc actuellement, toute l'année, on prend des inscriptions de gens qui sont intéressés pour faire de la figuration. Donc là, en ce moment, les inscriptions se font au château, dans le sein du château, pendant l'exposition. Donc on reçoit les gens du mercredi au samedi pour des inscriptions. Voilà, si les gens sont intéressés pour faire de la figuration sur Alors, si les gens sont intéressés, un numéro de téléphone à donner? Le 20 48 20. Voilà, donc Bénédicte, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, merci à vous.
Salut Davina, donc pour débuter cet agenda, on fait le tour des activités proposées pendant les vacances scolaires afin d'occuper nos enfants. Oui, c'est ça. Bonjour Élise, bonjour à tous. Alors, une petite sélection que j'ai pu faire pour vous aider un petit peu. On commence tout de suite avec donc, la FOL qui propose aux jeunes qui ont entre 10 et 15 ans de partir à la découverte de la tribu de Ba sur Wailou. Alors, pendant 2 semaines, ils iront là-bas. Alors, ce sera du 4 au 15 janvier, c'est un camp sous tente. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser directement au numéro suivant, le 27 21 40. Il y a plusieurs documents à fournir, donc renseignez-vous vite et faites les démarches assez rapidement également. Sachez notamment que parmi ces documents, il y a le brevet de 50 mètres nage libre, ça c'est nouveau, mais il faut absolument procurer ce document à vos enfants pour leur permettre de faire les activités avec tous les autres. Voilà. D'accord. Et comment se procurer justement ce document? C'est très simple. Tu vas dans une piscine municipale, tu demandes l'attestation donc à un des maîtres nageurs. Il te fait faire bien sûr la longueur de 50 mètres pour voir si tu sais vraiment nager. D'accord, ça rigole plus là. Voilà, ça rigole plus. Puis il te donne le petit l'attestation qui dit que tu sais nager. Voilà. C'est un peu bizarre. Ok, on part à la fois pour la suite des propositions de vacances. C'est ça, direction la maison des jeunes de la foi qui propose aux jeunes de la commune exclusivement, mais les autres peuvent participer également, de participer à un camp itinérant en province nord pour aller découvrir les communes de Yingen et de Koumak. Alors le nombre de places est limité à 15, c'est ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans et ceux qui sont intéressés peuvent soit se rendre directement dans les locaux, donc qui se situent dans le village de la foi, ou soit appeler le numéro suivant, le 44 33 01. Voilà. Ok, et t'as quoi d'autre à nous proposer, pardon? Pour la suite, direction le Grand Nord, il y a aussi la possibilité de partir avec l'association des piroguiers qui organise pas moins de 4 camps. L'un d'eux s'adresse justement aux adolescents qui ont entre 10 et 17 ans, c'est un camp sous tente. Et puis bien sûr, ça va dépendre effectivement de la météo, mais on peut déjà s'inscrire. Donc vous avez jusqu'au 16 décembre pour le faire, le mardi et le mercredi de 11h à 16h du côté du Centre culturel du Mont d'Or et le jeudi et le vendredi pour ceux qui sont plus vers Ploum, du côté des locaux de l'association des piroguiers. Il y a également un numéro de téléphone, le 81 99 83. Et pour ceux qui souhaitent partir aux îles Loyauté, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? De s'adresser au village de Magenta qui propose des centres sur UVA du 4 au 16 janvier. La date limite pour vous inscrire est fixée au 24 décembre. Les places sont limitées à 40. Dépêchez-vous, c'est très très demandé. Un numéro de téléphone à composer, le 25 40 54. Voilà pour ce que j'avais à vous proposer pour les colonies de vacances. Bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Et à l'approche du week-end, il est bon de rappeler quelques petites consignes. Oui, alors si vous devez partir en mer, pour éviter tout incident, de vous perdre ou tout incident, on ne sait jamais, 5 points à respecter. Donc le premier, bien sûr, consultez les bulletins météo, vérifiez aussi votre matériel et les équipements de sécurité, informez un proche de l'endroit où vous allez et de l'heure approximative où vous comptez revenir, prendre connaissance des informations nautiques telles que les cartes ou les avis au navigateur par exemple. Et dernière petite règle à respecter, se munir d'un moyen de communication pour donner l'alerte, bien sûr, si on a un petit souci. Voilà. Merci Davina et on te retrouve tout à l'heure pour le fin bon. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Alors, comment faire découvrir et expliquer l'astronomie aux plus jeunes? Voyons tout cela de plus près avec Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors Élise, il est vrai que cette science qu'est l'astronomie paraît complexe et inaccessible et pourtant elle nous attire car grâce à l'astronomie, tu le sais, on peut en apprendre davantage sur le ciel, les planètes, les satellites, les étoiles. Alors comment s'y prendre justement pour aborder les choses sans faire trop compliqué? Alors figure-toi qu'en province nord, un professeur a mis en place un atelier d'astronomie avec ses élèves de 3e. Alors l'aventure a commencé donc en mars l'an dernier et depuis ils se réunissent un mercredi soir sur 2, voilà, selon les conditions climatiques évidemment, pour des observations nocturnes. Alors pourquoi cette motivation de vouloir observer le ciel? En fait, tout est question d'intérêt, c'est vrai pour l'univers et ses beautés Élise. Et puis j'ai envie de dire que lorsqu'on s'intéresse justement à l'astronomie, on a envie justement peut-être de ressentir, si tu veux, une sorte d'émerveillement, un petit peu profond.
Et on doit se sentir tout petit devant, on va dire, cet astre comme la Lune, face à cette immensité qu'est l'univers et puis le mystère voilà, qui l'entoure. Cette activité avec les enfants doit être finalement agréable. Ouais, c'est un moment qu'ils apprécient, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, le professeur le disait, les enfants sont toujours différents lors des activités scolaires. Hein. Ça leur change de leur quotidien, on va dire, hein, et des cours en classe. Hein. Alors sans plus tarder, on les rejoint, Élise, hein, tu es d'accord, hein. Et voyons donc le matériel qu'ils utilisent justement pour leurs observations nocturnes. Un reportage de Aurélie Chiron. Enfants des parcs, gamins des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent. Je suis venu m'inscrire dans ce club d'astronomie parce que j'ai voulu découvrir d'autres planètes. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Comme je ne savais pas les autres pronoms des autres planètes qui étaient autour de nous. On essaye d'observer d'abord du planétaire, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple. La Lune, évidemment, c'est toujours un spectacle qu'on adore observer, qu'on observe plusieurs fois dans l'année, les différentes phases, toujours très sympa. Et donc à partir de quelques semaines, j'espère, quand on aura reçu notre nouveau télescope, on s'attaquera aux objets du ciel profond. Donc tout ce qui est plutôt nébuleuse, galaxies, objets de Messier, des choses qui sont vraiment assez agréables à regarder. Donc là, on est en train d'observer Saturne et ses anneaux, vu qu'on arrive à percevoir les anneaux grâce à nos télescopes. Donc là, on a pris le grossissement minimum, c'est plus facile pour trouver les objets célestes. Et après, ils vont grossir un peu pour essayer d'entrer un peu plus dans le détail, voir un peu les couleurs de la planète et ses anneaux, du coup. Et après, on va se balader juste à côté pour faire le ciel profond. Des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne quand les souvenirs s'en... J'aime observer les étoiles, passer des bons moments avec tout le monde, à observer des choses qu'on n'a jamais vues ou jamais observées. Ça me passionne. Ma planète préférée, moi, c'est Saturne, parce qu'on peut apercevoir ses anneaux. Le ciel calédonien, il a une grande particularité, c'est déjà qu'on a très peu de pollution lumineuse dans le nord. Donc ça, pour l'observation, ça reste vraiment un élément non négligeable. À Nouméa, par exemple, avec les lumières de la ville, on ne peut pas toujours observer dans des conditions optimales. Après, malheureusement, ça dépend aussi des conditions météo, et ça, à Pointe-d'Imier, on a souvent de la pluie. Et sinon, là, en ce moment, on peut observer uniquement Saturne en tant que planète, toujours la Lune, ça, on peut toujours l'observer. Et comme je le disais tout à l'heure, on commence à attaquer les objets du ciel profond, donc des observations plus techniques, où on ne voit pas à l'œil nu, on est obligé de chercher avec le télescope quand on n'a pas de télescope motorisé. Et le chant des sirènes me replonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Le mieux, c'est d'avoir soit une carte du ciel sur papier, comme on a utilisé ce soir. Après, maintenant, avec l'ère de l'informatique, les smartphones, les tablettes, on a des cartes interactives directement reliées sur Internet. Donc on peut facilement se diriger dans le ciel. Après, on va reconnaître certaines constellations. C'est aussi le but, hein, on travaille avec les élèves sur les constellations pour qu'ils apprennent aussi à se repérer dans le ciel directement. On est dans une partie de l'horizon qui n'est pas vraiment chargée en étoiles. Ah si, il faudrait qu'on essaye d'attraper le nuage de Magellan, et ça va être très très dur à trouver ça. C'est où, monsieur? C'est ici, je sais pas si... Non, il doit pas être indiqué là-dessus. Il manque les objets de Messier. Tu vois ici, là, regarde. Ah oui. Large Magellan Cloud en anglais. Le grand nuage de Magellan. Au niveau des conditions, moins on a de lumière ambiante, mieux c'est. Plus le ciel est dégagé, mieux c'est pour nous. Après, ça va dépendre de ce qu'on veut observer. Si on veut observer du ciel profond, mieux vaut qu'on se place à une période où on ne voit pas la Lune. Sinon, la lumière de la Lune va nous empêcher de voir ces objets-là. Et il nous faut du coup beaucoup de patience et beaucoup de précision pour pouvoir atteindre l'objectif souhaité. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? On a plusieurs objectifs. Évidemment, la fête de la science, ça, c'est l'objectif de pouvoir montrer au public. Donc c'est vrai que c'est toujours très sympa de pouvoir présenter ce qu'on fait
à beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup de monde, de pouvoir se faire aussi interroger par des profs de physique, par des profs de maths, des profs de SVT. Ça nous permet aussi d'évaluer notre niveau. Donc ça, c'est vraiment l'objectif final. Après, d'un point de vue plus dans le courant de l'année et après la fête de la science, on va plutôt se positionner sur du loisir, sur du plaisir, parce que l'astronomie, c'est avant tout du plaisir. Pouvoir observer des choses qui sont à des millions de kilomètres, c'est quand même, d'un point de vue humain, très sympathique. Et on aimerait aussi, par la suite, une fois que les élèves ont bien maîtrisé le matériel, ce qui est le cas maintenant, pouvoir se déplacer dans les tribus d'abord du Nord, évidemment, dans les tribus de mes élèves, pour pouvoir faire participer leur famille et montrer du coup à leur famille ce qu'ils ont fait cette année et pourquoi ils l'ont fait. Il y a vraiment qu'en mettant un œil dans un télescope qu'on peut comprendre pourquoi certaines personnes peuvent passer la nuit à observer le ciel. Alors, cela leur fait une belle introduction à l'astronomie finalement. Oui, Élise, hein, puis comme ça, ils étudient justement le système solaire et puis en même temps les mouvements des planètes. Alors, qu'est-il prévu pour l'an prochain ? Alors, normalement, hein, le professeur prévoit donc d'acheter un nouveau télescope pour pouvoir observer les nébuleuses et les galaxies. Et puis, un autre projet aussi, c'est d'organiser, si tu veux, une soirée publique d'observation du côté de Point-d'Imier avec les passionnés justement de l'association calédonienne d'astronomie. Parfois, la passion peut être tellement forte que certains ont envie de devenir astronaute. C'est vrai, mais tu sais qu'il n'existe aucune formation type en fait pour devenir astronaute. Bon, c'est bien ça. Il y a quand même un parcours à suivre. Hein. Par exemple, tu vois, il faut faire une prépa, mathématiques, physique. Ensuite, il faut bien évidemment travailler son anglais pour avoir un très très bon niveau. Parler russe est aussi un atout. Et puis ensuite, il faut passer un concours en fait. Donc passer le concours pour tenter d'intégrer une des grandes écoles justement d'ingénieurs. Donc ça fait pas mal d'études quand même. Oui, c'est vrai. Mais après, si tu veux toutes ces épreuves réussies, eh bien écoute, moi je te propose qu'on en sache un petit peu plus. On va se rendre directement dans un centre d'entraînement. Regardons. Je m'appelle Frank Devine, je suis astronaute à l'Agence spatiale européenne. Vous êtes au Centre européen des astronautes et c'est ici que les astronautes sont formés avant de rejoindre la Station spatiale internationale. Bienvenue dans la salle d'entraînement du Centre européen des astronautes. Nous devons non seulement savoir comment fonctionnent les systèmes, mais aussi être capables de les réparer et de prévenir les pannes. 2015 s'annonce comme une année vraiment excitante parce que 3 astronautes européens vont aller dans l'espace, mais aussi parce que 2 autres astronautes, un Américain et un Russe, vont passer une année entière dans l'ISS. L'un de mes grands défis, c'est apprendre le russe. Moi, je suis plutôt un matheux, un scientifique, mais tous les entraînements qui ont lieu en Russie se déroulent en russe. Et puis, il y a 2 Russes dans l'équipe, alors on doit être capable de communiquer. Et savais-tu, Élise, que les astronautes pouvaient donc être recrutés parmi les pilotes militaires ou encore parmi les pilotes d'essai ? Bon, je ne savais pas, c'est surprenant tout de même. C'est vrai, ça surprend, mais il semblerait qu'aujourd'hui, les recrutements, si tu veux, se fassent davantage en rapport avec les besoins et les expériences en fait, qui vont être menées dans l'espace. C'est-à-dire qu'il peut s'agir de professionnels qui n'ont rien à voir avec le secteur de l'aéronautique finalement. Écoute, par exemple, il est déjà arrivé que le Centre national d'études spatiales sélectionne des médecins, un vétérinaire, tu vois, ou encore un ingénieur qui est spécialisé en sciences des matériaux. Voilà. Alors moi maintenant j'ai envie de te reproposer un autre reportage, Élise. On va se rendre lors d'un entraînement qui se déroule dans le laboratoire Columbus. C'est de suite. Bonjour, je suis Thomas Pesquet et aujourd'hui je m'entraîne dans le laboratoire européen Columbus à bord de la Station spatiale internationale. Nous serons responsables pour tout ce qui pourra arriver dans Columbus. Nous devons donc connaître le moindre détail du laboratoire. Au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur entraînement, nous ajoutons des avaries pour qu'ils soient préparés à n'importe quelle éventualité. Vous devez être manuel si vous voulez être un bon astronaute. Dans ce cas, il y a une météorite qui frappe la coque. Ils doivent pouvoir tout rentrer dans le module afin de trouver le trou et le réparer. Je suis un grand optimiste, donc nous ne pensons pas à ce qui pourrait se passer. On s'entraîne et si quelque chose arrive, nous serons prêts. Donc
Donc le module Columbus est un lieu de travail. C'est exactement ça, Élise. Et en fait, il s'agit, si tu veux, de la partie européenne, donc de la Station spatiale internationale. Et donc, en fait, on peut bien évidemment reconfigurer, si tu veux, ce module de laboratoire, en fait, selon les missions à préparer. Donc voilà, merci Marie-Hélène de nous avoir fait découvrir cet atelier, ce club plutôt. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, Élise. Au revoir. Alors Davina, on parle de la raviole dans ce fin bon aujourd'hui. Oui, c'est ça, Élise. Alors, il faut déjà savoir que la raviole n'est pas un ravioli, ça c'est sûr, déjà c'est pas le même nom. Mais qu'est-ce qui diffère en fait, c'est déjà d'une part la pâte, la farce et le mode de fabrication qui sont un peu différentes du ravioli. Traditionnellement, la raviole est préparée à base de farine de blé tendre, alors que les pâtes fraîches comme le ravioli ou la tagliatelle sont faites avec de la semoule de blé dur. Et d'ailleurs, en parlant de blé tendre, hein, la France est l'un des plus grands producteurs de blé. Hein, c'est ça qui a justement qui lui a valu son titre de grenier du monde. Bah oui, en plus cette année, tu sais, ils ont explosé les records de récolte de blé tendre. Ils ont atteint quand même 40 millions de tonnes, donc c'est pas rien. Donc je vous le disais, la farine qui est issue de ce blé tendre sert à faire les fameux ravioles. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser une autre technique. Je vous propose de découvrir laquelle dans ce petit reportage signé Mara Lourde. Bonjour, aujourd'hui on va vous préparer des ravioles de crevettes à la citronnelle avec une petite fondue de poivron vert. Donc pour notre sauce à la citronnelle, on aura donc besoin du beurre, échalote, citronnelle, gingembre, de l'ail, de la pâte à curry, de la crème et du fond de volaille. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons donc préparer nos ravioles de crevettes avec une pâte à ravioles achetée préalablement dans le commerce, des blancs d'œufs, nos crevettes, un petit peu de basilic taille et nous finirons donc avec la compotée de poivrons. Donc nous allons commencer par la sauce à la citronnelle. Donc nous allons prendre approximativement 120 g d'échalotes. Donc une fois les échalotes ciselées, nous allons mettre un petit peu de beurre, approximativement 100 g de beurre dans la casserole. Voilà. Donc nous incorporons nos échalotes. Une petite pincée de sel, toujours au début de la cuisson, et nous allons les mettre à suer, qui va permettre de les faire fondre et d'enlever le maximum d'humidité à l'intérieur pour que la cuisson soit plus rapide. La cuisson des échalotes, on va compter approximativement 10 minutes. Une fois que les échalotes sont tranquillement en train de suer, nous allons prendre notre citronnelle, nous allons l'émincer. Donc nous allons compter 100 g de citronnelle. Nous aurons de l'ail, à peu près 25 à 30 g d'ail. Et nous allons prendre la même quantité en gingembre. Donc le gingembre, on va le tailler en lamelles assez fines pour qu'il diffuse les arômes plus facilement. Une fois que nous avons tous nos ingrédients, nous allons les ajouter aux échalotes. Donc une fois qu'on a incorporé donc la citronnelle et le gingembre et l'ail, nous allons incorporer de la pâte à curry vert et nous allons laisser encore rissoler pendant approximativement 20 petites minutes. Donc ensuite nous allons incorporer notre liquide, c'est-à-dire approximativement 3 décilitres de bouillon de volaille et 3 décilitres de crème. Et nous allons terminer la cuisson pendant 20 petites minutes encore. Ensuite nous allons nous occuper de la garniture qui vont aller avec nos ravioles, c'est-à-dire une compotée de poivrons. Donc pour enlever la peau, nous avons une petite astuce, ça s'appelle le chalumeau.
Et donc nous allons ôter la peau avec la flamme. Donc pour retirer la peau, nous allons prendre un petit couteau, nous allons aller dans l'évier. Et une fois la peau bien brûlée, notre poivron s'épluche très facilement. Donc une fois le poivron épluché, nous allons enlever le milieu, le cœur, avec les pépins. Nous allons ensuite le tailler en fin bâtonnet. Le mettre dans une casserole. Incorporer notre huile d'olive. Un petit peu de poivre du moulin. Et une pincée de sel. Nous allons cuire le tout pour approximativement 20 bonnes minutes aussi. Là, je retire ma sauce qui est bientôt prête. Et je mets mes poivrons à confire. Pendant la cuisson des poivrons, nous allons commencer la confection des ravioles. Donc une fois nos crevettes épluchées, nous allons prendre notre pâte à ravioles. Prendre notre crevette que nous allons sectionner en deux. Mettre l'assaisonnement, une pluche de basilic thaï, mettre le blanc d'œuf sur la pâte, et donc faire aux ravioles. Prendre un emporte-pièce de taille moyenne, et là où c'est très important, bien souder les pâtes pour éviter que l'eau n'entre dans la raviole. Si l'eau elle rentre, ce qui va se passer, c'est que les deux parties de la raviole vont se séparer et malheureusement nos ravioles seront ouvertes. Donc une fois que l'eau est à ébullition, nous prenons nos ravioles, nous allons les plonger le plus rapidement en même temps. Voilà. Et faire attention à la cuisson parce que c'est très rapide. 20 et 30 secondes pour la cuisson des ravioles. Voilà, nos ravioles remontent à la surface. Donc c'est signe qu'elles sont cuites. Ne pas oublier de manger les crevettes légèrement rosées. Elles seront beaucoup plus tendres. Nous avons passé notre sauce citronnelle et nous avons récupéré nos poivrons qui sont confits. Maintenant que nous avons tous nos ingrédients, nous allons commencer le montage. Donc pour ce montage, nous allons prendre des demi-sphères et nous allons mettre dans ces demi-sphères 5 ravioles qui correspondra donc. Une fois les ravioles mises, nous allons ajouter notre poivron confit, notre sauce citronnelle, terminer avec quelques pétales de tomates séchées, quelques feuilles de basilic thaï, et fermer notre demi-sphère. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié, mais surtout que vous avez vous avez eu le temps de noter la petite sauce à base de citronnelle. Elle a l'air d'être délicieuse. Et puis ça nous change aussi de la traditionnelle tisane qu'on fait avec la citronnelle. D'une manière générale, si vous voulez utiliser, dans cette recette, la citronnelle dans vos plats, sachez qu'il se marie très bien avec le gingembre, la noix de coco, l'échalote et le piment. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font nos amis thaïlandais. C'est vrai qu'ici, on n'a pas trop l'habitude de mettre de la citronnelle justement dans nos plats. Alors, est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? Oui, moi je voulais juste préciser que si on fait le poisson au four justement, rajouter comme ça une tige de citronnelle dedans en le mettant au four, ça rehausse un petit peu le goût du poisson et ça donne une autre saveur. C'est pas mal à tester ce week-end, pourquoi pas. Voilà, merci Davina et puis on te retrouve donc la semaine prochaine. Oui, c'est ça, avec plaisir. À lundi tout le monde. Alors aujourd'hui, on reprend le cours de notre visite au Centre culturel Tjibaou et on disait que l'Office culturel scientifique technique Kanak avait laissé place en 1988 à la DCK. Bonjour Duc. Bonjour Élise, bonjour le pays. Alors Élise, l'OCSTC et donc aujourd'hui la DCK découle des accords de Matignon-Oudinot. Alors de 1988 à 2012, la DCK reste quand même une institution, une administration de l'État français. Et donc dès 2012, le transfert à la Nouvelle-Calédonie devient effectif. C'est vrai que même encore aujourd'hui, l'État soutient énormément cette institution. Et d'ailleurs, pour citer un passage de l'accord de Nouméa, donc l'État s'engage à apporter durablement l'assistance technique et les financements nécessaires au centre culturel Tjibaou pour lui permettre de tenir pleinement son rôle de pôle de rayonnement de la culture kanak. C'est ça, Elisa. Justement, ce rôle un petit peu que joue l'État a une importance symbolique considérable, puisqu'il faut le rappeler que c'est l'administration coloniale française qui, à l'époque, a déplacé de nos terres nos vieux à l'époque, et puis donc qui a atteint de cette manière-là notre patrimoine culturel, si on peut dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, la DCK s'illustre aussi à travers justement le trimestriel Le Moavé qui opère comme étant un relais de la promotion et de la mise en valeur de la culture traditionnelle et contemporaine de notre culture, la culture kanak. C'est ça, Élise. On fait bien de citer Le Moavé, mais tout ce qu'on dit là, on essaye de... Enfin, on ne tente pas de faire un petit peu la promo ou la com de la DCK, parce qu'il y a plusieurs autres outils liés au développement de notre culture. Il y a des outils provinciaux, les centres culturels provinciaux, il y a le musée aussi territorial du pays qui propose plusieurs ateliers qui à son niveau, essaie de développer aussi cette culture du pays. Mais ce qui est important de souligner, c'est que voilà, aujourd'hui on a ces outils-là, plusieurs outils qui nous permettent de vivre, permettent de conserver, puis de développer, rechercher tous ces attraits culturels de notre patrimoine. Mais à mon sens, la difficulté principale que ces outils-là ou que nous on rencontre, c'est le fait que la jeunesse du pays a encore du mal à vraiment s'approprier ces outils-là, tels que le centre culturel Tjibaou, justement. Et je te propose qu'on passe justement à la suite de notre visite du centre culturel Tjibaou, parce que mardi c'était la première partie, et aujourd'hui donc la deuxième partie. Alors allons-y sans plus tarder, Lise, mais je voudrais juste rappeler que c'est un sujet signé Alexandre Sigura. Il n'est pas question d'image, ni de se montrer à son avantage. Le temps n'est plus au grand discours, non. Là, nous sommes au village 1. Je vais vous parler des 3 stèles que vous voyez ici, qui va représenter la région du Pacifique. C'est un des artistes qui nous arrive de la Nouvelle-Zélande, il s'appelle Brett Graham.
Et je vous disais tout à l'heure au début qu'un des objectifs du centre serait d'avoir beaucoup d'échanges avec les autres cultures, mais surtout avec les cultures du Pacifique. Et les 3 stèles que vous voyez ici qui représentent la région du Pacifique. La première, c'est la Mélanésie, la Polynésie et la Micronésie. Et si on mettait ensemble, ça forme une sorte de pignon et une sorte de vase. Et pour lui, il essaie de se référer par rapport à l'histoire de poterie sur le Lapita. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a des archéologues qui sont en train de faire des recherches, quel que soit au nord, au sud, aux îles Loyauté. À chaque fois qu'ils trouvent un vase, ils disent peut-être ce vase-là vient de Vanuatu, de Fidji ou des îles Marshall. Son idée, c'est de créer la région du Pacifique par rapport à l'histoire de poterie. Donc pour avoir plus de renseignements, nous avons un petit cartel qui explique, pour résumer un petit peu les 3 stèles qu'il a mis. Donc Brett Graham de la Nouvelle-Zélande. Donc je vous invite maintenant à visiter la médiathèque. Dans la première case, c'est la case 5. La case 6, c'est sur les périodiques, les ouvrages pour faire des recherches sur, voilà, sur les livres, tout ça. La case, ça c'est la case 7. La case 8, c'est sur, qu'on va arriver après, c'est sur Jean-Marie Tjibaou, la biographie. Donc là, on va rentrer un peu à l'intérieur hein, pour regarder à peu près la biographie. Donc il y a les photos que vous pouvez voir, hein, les tableaux. Donc tout a été traduit, hein, quel que soit en français ou en anglais. La plupart, donc là c'est en français et celle qui est là-bas c'est en anglais. Et là c'est un peu de la famille sur sa biographie, sur la photo de famille. Quand il était prêtre, là c'est pendant les Mélanésia 2000, en 75. Hein, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout a été écrit noir sur blanc, hein, donc avec plus de 50 000 spectateurs hein, qui ont suivi le festival de la Mélanésia 2000 hein, en 75. Là, c'est un peu les accords hein, avec Jean-Marie Tjibaou, avec Jacques Lafleur, le poignet de main, les accords de Matignon, les signataires, et en 98, les accords de Nouméa. Donc là, il faut savoir que 88, c'est les accords de Matignon, 98, accords de Nouméa, et l'idée de Jean-Marie Tjibaou par mois, c'est de 88-98. C'est pour ça qu'il y a les 10 ans. Les 10 ans correspondent à les 10 cases modernes de Renzo Piano que vous avez pu voir, constater tout à l'heure. Et 98, quand ils avaient signé les accords de Nouméa en 98, c'est pour 20 ans, c'est-à-dire c'est pour 2018. L'essentiel, c'est toujours travailler ensemble. C'est ça qui est très très important. Quand on parle de destin commun, mais c'est surtout vivre ensemble. Donc là, on attend 2018. La terre ne fait pas de différence, le vert ou jaune elle s'en balance pour se maquiller la planète en les couleurs de la palette. La terre ne fait pas de différence, le vert ou jaune elle s'en balance pour se maquiller la planète en les couleurs de la palette. Là c'est un espace j'aime tellement, beaucoup. C'est un espace qui est très respecté. Vous savez que l'espace il est tellement grand, ronde, le cercle, le rang, symbolise la parole. Donc c'est un espace de parole qui est ici, qui est appelé Mwaka, qui veut dire la grande case de chefferie du Sud. Grande case de chefferie du Sud. Et là vous avez pu remarquer, il y a 3 cases traditionnelles qui représentent les 3 régions en ce moment en Nouvelle-Calédonie. La plus grande, la plus haute, c'est la case du Sud. Donc vous voyez que la hauteur, c'est comme une case de chefferie. À ma droite, c'est un peu la case du Nord. Et la plus petite, comme une case familiale, c'est la case des îles Loyauté. Concernant l'architecture des 3 cases, il est très très différente. Hein. Donc, par exemple, vous voyez la case du Nord hein, pour la toiture. Par exemple, j'ai pris un peu une sorte de botte de paille, on arrache. Ce que vous voyez sur la toiture, ce sont les tiges. Les racines sont à l'intérieur. Et le bas-côté, le mur, a été fait avec de l'écorce de niaouli. Contrairement dans le sud, ce que vous voyez maintenant sont les racines et les tiges sont à l'intérieur. Et le bas-côté, normalement, c'est de l'argile. Là, on a mis du ciment pour essayer de vous expliquer en gros. Et concernant les îles, ce sont les racines d'en bas jusqu'en haut. Concernant les cases traditionnelles les plus grandes, vous avez pu voir la flèche fêtière. La flèche fêtière, il a aussi beaucoup d'histoire. C'est un peu comme le chemin Kanak, je vous disais tout à l'heure. Mais pour vous faciliter à bien tellement vite à comprendre, c'est l'emblème de la culture kanak, mais c'est comme, je vous disais que la case, il est ronde, c'est une maison de parole, donc les discussions se font à l'intérieur et il sort directement sur la flèche fêtière, mais pour nous c'est comme une antenne pour dispatcher un peu à l'extérieur.
la flèche fêtière symbolise un peu la voix de l'ancêtre, la voix du vieux. Donc tous les discussions se font à l'intérieur et ça sort directement. Mais là, si vous remarquez les flèches fêtières, c'est très très différent. Donc la plupart, pour vous faciliter à vite comprendre, quand vous voyez des coquillages sur le clan de la mer et quand il n'y a pas, clan de la terre, par exemple. Et donc pour vous dire en gros, c'est que la prochaine fois que vous viendrez ici dans cet espace, pour venir visiter les cases traditionnelles, commencez toujours par le sud, parce qu'on doit toujours respecter les gens d'ici, parce que le centre culturel était construit dans la région sud. Après le sud, on fait ce qu'on veut après. Concernant les chambranles, vous voyez que les dessins sont très très géométriques. Pourquoi c'est très très géométrique? Il faut savoir que les défunts auparavant, quand ils mouraient, on les enveloppait avec des nattes. C'est pour ça que les dessins sont très très géométriques. Concernant cet espace, donc ça qui représente les trois cases représentent les trois régions, le sud, le nord et les îles. Et il faut savoir qu'après la construction du centre, 95-98, 10 ans après, en 2008, toujours l'idée de Jean-Marie Tjibaou et l'idée de nos vieux, et des trois régions en ce moment, on a dû penser que on a invité tous les différents ethnies qui habitent sur le territoire. Par exemple, la communauté européenne, le Vanuatu, afro-créole, les Tahitiens, les Vanuatais, Futuniens, Wallisiens, Japonaises, Vietnamiens, Indonésiens, de planter un arbre dans cet espace. Par exemple, vous verrez tout à l'heure là-bas, il y a le faux gaïa qui a été planté par la communauté européenne, le flamboyant qui a été planté par les afro-créoles, le sika planté par le Vanuatu. Par ici, par exemple, il y a le tiare planté par les Tahitiens. Donc, et l'idée, c'est de dire quoi? Que la grande parole des trois régions, des trois provinces, ceux qui habitent sur le territoire en premier lieu, c'est simplement pour dire que, quand on parle de 2018, c'est simplement de vivre ensemble. C'est pas vivre chacun, non, c'est de vivre ensemble, bien construire le pays. D'appropriation de la jeunesse de cet outil qui est le Centre culturel Tjibaou. Il faut tout de même noter que le centre organise de façon régulière des visites scolaires. Alors c'est ça, Elisa. Alors, sur les presque 100 000 visiteurs à l'année, et ça ce sont des chiffres qui datent d'un peu plus de 3 ans, on compte presque 16 000 scolaires, scolaires lors de ces visites-là. Et puis pour continuer sur le chiffre, on peut aussi rajouter qu'il y a 43 000 entrées pour les visites du site et des expos. Voilà, donc sur cette visite, merci Duc de nous avoir fait visiter le Centre culturel Tjibaou. Merci à toi Elise et merci encore à vous à la maison. Voilà, et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.